Bonjour et bienvenue tout le monde dans ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de e-santé et de la gestion de ces questions administratives liées à la santé, le suivi de son dossier médical, comment y accéder, ce qu'on peut y retrouver. On a invité Cécile Paliès à Brumette du réseau santé bruxellois pour justement nous présenter tous ces petits détails qui peuvent nous échapper dans un contexte d'inclusion numérique. À l'agenda, aujourd'hui, je vais pour ma part introduire le webinaire, expliquer un petit peu le contexte dans lequel on a pensé ce webinaire et pourquoi en fait euh, parler de la question de e-santé. Ensuite, on aura donc, comme je viens de le dire, Cécile Paliès. Merci beaucoup à elle d'ailleurs et à Brumette de nous avoir euh, voilà, répondu positivement pour ce webinaire. Ça nous fait fort plaisir. On a l'habitude d'inviter des experts dans leurs domaines respectifs pour justement exposer leur savoir, présenter leurs outils et donner toutes les astuces dont nous pouvons dans notre vie au quotidien en tant que citoyen, citoyenne ou en tant qu'aidant numérique. S'il y a des aidants numériques dans l'audience aujourd'hui, peuvent profiter pour justement vivre plus confortablement et éviter de s'arracher les cheveux dans une démarche de e-santé. Soyez rassurés aussi que vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat. Quelques-uns d'entre vous ont déjà trouvé le chemin du chat en souhaitant bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à toutes et tous de saluer tout le monde dans le webinaire. Posez vos questions et à la toute fin du webinaire, on pourra revenir dessus et on pourra avoir un échange avec notre intervenante d'aujourd'hui. Et sinon, à la fin, vous pourrez aussi poser vos questions euh, voilà, oralement pour que ce soit un échange plus agréable plutôt que par écrit. Pourquoi parler e-santé aujourd'hui, de l'accès à son dossier e-santé? Pour la simple raison que 40% de la population belge est aujourd'hui en situation de vulnérabilité numérique. 40% de la population, ce sont les derniers chiffres du baromètre de l'inclusion numérique publié par la Fondation Roi-Baudouin, qui montrent que ces personnes, 4 personnes sur 10, ne disposent pas soit de l'équipement nécessaire, soit des compétences nécessaires pour être autonomes sur le numérique. Ça veut dire que si l'on leur envoie un mail avec des informations importantes, ces personnes vont malheureusement se trouver en situation de difficulté et ne vont pas pouvoir soit télécharger la pièce jointe, se connecter sur la plateforme pour justement accéder à un fichier important, consulter son dossier médical, le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est important de rappeler ce chiffre parce qu'il est très important. Il était plus haut pendant la période euh, euh, qui a suivi les confinements successifs pendant la période du coronavirus. C'est redescendu au chiffre pré-coronavirus à 40%. 39, 46, maintenant de nouveau 40, ça reste important et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont vulnérables. Ça touche toutes les tranches de la population, de 16 à 74 ans d'après les statistiques, mais on sait très bien que des personnes plus âgées encore, c'est pas parce que le sondage s'arrête à 74 ans que les personnes au-delà de 74 ans sont d'un coup, à leur 75e anniversaire, plus à l'aise avec le numérique. Donc, on sait que ça touche tout le monde, de toutes les tranches de la population, peu importe leur niveau d'éducation, de revenus, leur genre ou leur tranche d'âge. Il y a évidemment des facteurs clés qui augmentent le risque de vulnérabilité ou d'exclusion, mais on voit que, somme toute, tout le monde est quand même euh, vulnérable ou à risque. Les différents niveaux de fracture numérique sont assez simples. Il y a une question d'accès. Est-ce que je dispose du matériel euh, pour, euh, pour aller euh, en ligne, pour me connecter en ligne? Deuxième chose, est-ce que je dispose des compétences
pour justement me connecter. Et les deux sont complémentaires. Si j'ai pas d'accès, peu importe les compétences, voilà, je n'y arrive pas non plus. Mais je peux avoir accès sans compétences. Et une fois qu'on a les deux, il y a un troisième niveau de vulnérabilité ou de fracture, selon ce que vous préférez. On préfère parler de vulnérabilité, mais voilà, de temps en temps, on utilise encore le mot fracture numérique. C'est la question des usages. On a beau utiliser tous les jours son smartphone, consulter les réseaux sociaux, envoyer des messages instantanés via Messenger, SMS, WhatsApp, peut-être jouer à un jeu ou l'autre sur son téléphone, un Sudoku, un Candy Crush ou quelque chose. Ce ne sont pas des usages suffisamment diversifiés, puisque je vous ai cité réseaux sociaux, messagerie et jeux, ça ne fait que trois. Accéder à son dossier administratif en ligne, c'est un autre usage que la boîte mail, faire des recherches sur Internet, être créatif sur Internet, faire des présentations, rédiger des documents, travailler dans des tableaux Excel, etc. Donc, juste pour bien distinguer ces trois niveaux de vulnérabilité et que l'accès au dossier e-santé, on est plus sur une vulnérabilité à cheval entre compétences et usage, vraisemblablement parce que on a peu d'usage. Et tant mieux, si on est en bonne santé, on n'a pas de raison d'aller consulter son dossier e-santé en ligne. Et de ce fait, comme on n'a pas l'habitude, contrairement au vélo, le vélo en 100 ans d'existence ou plus n'a pas changé, toujours deux roues et deux pédales. Par contre, les sites internet évoluent et par manque d'usage, on va, euh, on va, on ne va plus reconnaître l'interface, les choses vont changer et de ce fait, on va du coup être euh, vulnérable et on va pas pouvoir s'en sortir. On va devoir faire appel à quelqu'un d'autre pour, euh, pour justement se connecter, consulter le dossier. Autre élément, et ça, c'est un peu le contexte, c'est de justifier le sujet d'aujourd'hui, la e-santé, c'est que beaucoup de services ont été dématérialisés et continuent de se dématérialiser. On reconnaît ça, hein, ça peut rendre la vie difficile pour les personnes les plus éloignées du numérique. Vous voyez que ça va de la gestion administrative, financière, la mobilité, la presse, tout ce qui est ludique, tous les jeux, gestion des contrats d'énergie et la santé. Vous voyez en bas à gauche de l'écran que la santé aussi passe par un tas de démarches administratives numérisées, prise de rendez-vous, suivi de son dossier, etc. On fait parfois aussi des consultations en visioconférence avec la pharmacie, avec son médecin, en fonction évidemment des soins ou du service nécessaire. Voilà, en tout cas, pour reconnaître que beaucoup de choses se dématérialisent, ça présente beaucoup d'avantages. La dématérialisation, c'est centralisé, on y a accès H24, certainement, mais attention euh, à ne pas... Enfin, ça, c'est le message que nous portons chez UTCAR, c'est d'assurer un accès suffisamment inclusif. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle nous avons invité comme je l'ai dit, une intervenante du réseau santé bruxellois pour justement présenter comment les enjeux de la e-santé et comment se connecter et bien consulter son dossier e-santé en ligne. Voilà. J'ai suffisamment bavardé. C'était une introduction qui posait le contexte. Merci beaucoup à Cécile Paliès de justement participer à ce webinaire. Et voilà, Cécile, je vous laisse la parole. Et je Merci. confirme qu'on voit bien votre écran. Ah, c'est super. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous aussi, Thomas et Michaud, de m'avoir invité et de me donner cette opportunité, donc voilà, de mieux vous informer, vous participants, et de vous aider à mieux comprendre votre dossier santé et surtout de vous montrer tout le pouvoir que vous y avez. Et vous serez assez surpris, je pense, à la fin de ce webinaire. Voilà. Alors, présenter très rapidement les réseaux de santé en Belgique. Ensuite, je vous parlerai, c'est un petit peu théorique, des trois grands principes pour accéder à vos données de santé, pour qu'un professionnel puisse accéder à vos données de santé.
Je vous indiquerai ensuite ce que contient votre dossier santé, quels sont les documents qu'on peut y voir. Malheureusement, je n'aurai sans doute pas le temps de me connecter à mon propre dossier santé. Donc, je vous invite à vous connecter en direct, si pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, si vous avez It's Me. Euh, voilà, il suffit d'aller sur le site Ma Santé ou plutôt sur le site Réseau Santé Bruxellois et de vous connecter dans votre portail patient. Et tout au long de ma présentation, je vous indiquerai dans quel onglet aller et comment faire ce que je vais vous dire qu'on fait. Voilà. Alors, d'abord, comment fonctionne le partage des données de santé en Belgique? On est très avancé en Belgique. On a mis en place des réseaux de santé. Alors, un réseau de santé, c'est un outil informatique qui permet le partage électronique et sécurisé des données de santé entre les hôpitaux, les professionnels qui vous soignent et vous-même. J'ai tendance à dire comme image, à utiliser comme image, ce sont des tuyaux qui permettent voilà, aux hôpitaux, aux médecins, aux kinés, aux infirmiers de partager au même endroit les documents qu'ils remplissent concernant votre santé. Et donc, voilà, il y a 4 réseaux en Belgique, hein, c'est un petit pays un peu compliqué. Alors, le réseau santé bruxellois à Bruxelles, le réseau santé wallon à Wallonie, ces deux-là sont absolument semblables. Nous travaillons en partenariat. Et il y a en Flandre le COSO et VZNKUL. Ces 4 réseaux communiquent entre eux. Ils sont interconnectés. Donc, il n'y a pas de mauvaise porte, en fait, hein. Vous pouvez vous connecter sur le réseau santé wallon. Vous verrez de la même manière votre dossier si vous avez consulté des professionnels à Bruxelles. Et alors, en plus de ces 4 réseaux régionaux, il y a le portail national fédéral qui est masanté.belgique.be. Là encore, vous pouvez vous connecter sur masanté.belgique.be et quand vous voudrez consulter mes rapports, mes résultats de laboratoire ou mon résumé de santé, vous allez vers votre région et vous verrez que vous serez redirigé vers le réseau des Bruxellois si vous vivez à Bruxelles. L'objectif de ces réseaux, c'est vraiment améliorer la qualité de votre suivi médical, puisque les professionnels de la santé ont accès instantanément aux informations essentielles concernant votre santé. Ils peuvent ainsi poser un diagnostic plus rapide et sans doute plus efficace. Voilà, je précise ici qu'à Brumette, c'est l'ASBL qui gère le réseau santé bruxellois et c'est une ASBL qui est neutre, qui n'a pas de lien avec les administrations fédérales. Je vous le dis parce que c'est important que vous sachiez que personne n'accède au contenu de vos documents ou à votre dossier santé. Il faut remplir donc les 3 conditions que je vais expliquer juste après. Alors, simplement, je mets sauf si vous nous mandatez spécialement parce que certains patients, comme je nous appelle tous, sont vulnérables numériquement et donc préfèrent compléter des formulaires papier et nous les envoyer pour que nous procédions à leur place à enregistrer une personne de confiance, à exclure un professionnel, voilà, des choses comme ça. Et donc voilà, nous pouvons le faire si nous sommes mandatés et il faut alors qu'on ait un formulaire complété, ils sont tous sur notre site internet et signés, et une copie de votre carte d'identité. Donc, vous voyez, on prend les mesures de sécurité nécessaires. Voilà, sachez que nous ne transmettons jamais vos données à qui que ce soit. Vos données sont sacrées, c'est une information importante et je tenais à le préciser ici. Alors, qui a accès à mes données personnelles et dans quel cadre? Il y a une vidéo, mais on va pas la passer. Quand vous recevrez ce PowerPoint, n'hésitez pas à visionner cette petite vidéo qui reprend finalement ce que je vais vous dire, hein. Alors d'abord, le consentement, c'est quoi? C'est l'accord que vous donnez sur le principe du partage des données de santé. Donc vous acceptez que vos données soient partagées entre les professionnels qui vous soignent. Alors, cet accord, il doit être éclairé. Ça veut dire que vous devez être conscient d'avoir donné cet accord. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que vos données sont partagées et que vous-même, vous y avez accès. Je sais malheureusement à ce moment-là, quand les réseaux sont sortis en 2015, malheureusement, les hôpitaux avaient tendance à prendre cet accord sans éclairer le patient. Donc, certains patients ne savent pas s'ils ont donné leur consentement ou pas. Je sais, c'est un problème, mais nous travaillons très fort là-dessus et nous formons les professionnels pour qu'ils soient bien conscients de cela.
Mais n'hésitez pas, vous aurez sans doute une bonne surprise si jamais un hôpital avait pris votre consentement sans votre accord. Sachez que vous avez un dossier en ligne, que vous pouvez alors consulter tous vos documents. Et à mon avis, c'est plutôt une bonne surprise qu'une mauvaise, parce que tout cela est fait évidemment dans votre intérêt, hein. Alors, vous pouvez retirer ce consentement à tout moment. Il faut aller dans l'onglet Profil et vous avez un petit bouton Retirer mon consentement. Il suffit de cliquer. Vous n'avez aucune justification à donner à personne pour le faire, mais sachez que si vous retirez votre consentement, alors les documents ne sont plus publiés. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de publication. Donc, voilà, c'est soit je consens, tout le monde y a accès, mes professionnels et moi-même, soit je ne consens pas et personne n'y a accès, mais moi-même, je n'y ai pas accès, hein. Voilà. Le consentement est gratuit et national, donc il peut avoir été donné une fois en pharmacie, auprès des hôpitaux, chez votre médecin généraliste. Voilà, une fois ça suffit et à partir de là, vos données sont partagées. Alors, vous êtes presque 90% des Belges à avoir consenti au partage des données de santé, que ce soit volontaire ou involontaire. Mais voilà, sachez que vous pouvez avoir un rôle dans votre santé. Vous avez un dossier santé en ligne. C'est une bonne nouvelle. Alors, après ce consentement, il faut qu'il y ait une relation thérapeutique. La relation thérapeutique, c'est la relation de confiance qu'il y a entre vous et le professionnel que vous consultez. En fait, ces relations thérapeutiques sont enregistrées dans les réseaux de santé grâce à la présentation de votre carte d'identité et elles ont des durées limitées en fonction de la profession. Et donc, c'est pour ça, quand vous allez voir votre médecin généraliste, la relation thérapeutique dure 15 mois. Mais effectivement, si vous allez voir votre médecin généraliste 2 fois en un an, alors à ce moment-là, il ne vous demandera pas votre carte d'identité. Mais si vous le consultez tous les 2 ans, alors il devra vous redemander votre carte d'identité pour revalider votre relation thérapeutique. Voilà. Il y a autant de relations thérapeutiques qu'il y a de professionnels qui vous suivent, bien sûr. Si vous êtes suivi par un médecin, un kiné, un infirmier et un pharmacien, eh bien, vous aurez 4 relations thérapeutiques en cours. Alors, dans votre dossier santé, vous le verrez, quand vous allez dans Autorisation d'accès, dans le troisième onglet, vous voyez toutes les relations thérapeutiques qui sont enregistrées. C'est l'avantage de l'informatique. À chaque fois que quelqu'un se logue à votre dossier, c'est enregistré, c'est tracé dans le réseau, dans votre dossier. Donc, vous pouvez voir qui a accédé à vos données et quand. Et donc, les données sont enregistrées. Excusez-moi, j'ai un lapin qui fait du bruit. Je vais juste fermer ma porte. Excusez-moi, c'est pas très professionnel, mais voilà. Alors, euh, vous pouvez donc consulter les relations thérapeutiques. Et il faut évidemment que la relation thérapeutique soit ouverte. Donc, il y a un petit carré vert à côté dans votre dossier pour que le professionnel puisse accéder à vos données en ligne. Si la relation est fermée avec un carré rouge, ça veut dire qu'à un moment donné, il a eu accès à vos données, mais qu'il n'a plus accès. Donc, de toute façon, les dates sont bien reprises dans votre dossier, vous verrez. Et vous-même, en tant que patient, vous pouvez ajouter vous-même une relation thérapeutique. Alors, on ajoute souvent une relation thérapeutique si, par exemple, dans votre famille, vous avez un membre de votre famille qui est médecin, dentiste, euh, diététicien, je ne sais pas, qui a une profession et qui pourrait vous donner un avis médical sur votre problème de santé. Alors, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter une relation thérapeutique et ça veut dire que vous permettez à cette personne d'accéder à vos données. C'est très simple, il suffit de sélectionner la profession du professionnel, son nom de famille, et vous mettez ajouter, hein. Vous voyez, c'est assez simple. Et de la même manière, vous avez ajouté une relation thérapeutique, vous pouvez exclure un professionnel de la santé. Bah, je vais vous donner le même exemple. Si un membre de votre famille est médecin, si vous ne le consultez pas, logiquement, il ne doit pas aller dans votre dossier santé, hein, ça c'est certain. Mais si vous voulez vraiment être sûr que jamais, jamais il y ait accès, alors vous pouvez l'exclure, ça fera une double sécurité. De la même manière, il faut cliquer sur le bouton exclure un professionnel, mettre sa profession, son nom de famille et exclure un professionnel. Voilà. Alors, ici, c'est très important cette notion.
Les médecins de contrôle, c'est-à-dire les médecins des mutuelles et des assurances, ne peuvent pas créer une relation thérapeutique avec vous parce qu'ils n'ont pas la mission de vous soigner. Ce sont des médecins de contrôle. Donc, ces médecins-là n'ont pas accès à vos données de santé. Voilà, ils ne pourront jamais y avoir accès. Alors, un troisième grand principe pour accéder aux données de santé des patients, c'est qu'en fait, les prestataires de soins ne peuvent pas accéder à l'ensemble des documents. Euh, il y a une matrice d'accès qui est disponible sur notre site internet. Il y aura le lien aussi ici dans cette présentation. Un tableau un petit peu compliqué. On voit toutes les professions qui sont reprises et tous les documents qui sont partagés. Et alors, des fois c'est oui et des fois c'est non. Parce qu'en fait, c'est la plateforme e-health, hein, donc c'est au niveau fédéral, des réunions qui se font avec toutes les professions. C'est eux qui décident si un professionnel a intérêt à avoir une information pour mieux vous prendre en charge. Donc, le professionnel a accès que aux documents qui sont utiles pour son diagnostic ou pour mieux vous soigner. Donc, votre généraliste, par exemple, a accès à tout. C'est normal, c'est vraiment la personne qui vous suit, qui vous connaît le mieux. Donc, lui a accès à tout. En revanche, votre kiné, voilà, n'aura accès que aux documents qui sont utiles pour sa pratique à lui. Voilà. Alors, c'est ce que je vous disais dans la slide avant, tous les accès sont tracés. Vous pouvez vérifier à tout moment qui a accédé à votre dossier santé. Et donc là, c'est dans l'onglet historique. Et alors, vous pouvez accéder document par document. Par exemple, s'il y a un rapport, si vous allez dans Mes données, hein, le deuxième onglet, vous voyez la liste de tous vos documents apparaître. Et alors, au bout d'un rapport qui est spécialement important pour vous, je ne sais pas, à la fin, il y a des petits pictos et vous pouvez aller voir dans les pictos historiques. Et là, vous voyez qui a accédé à ce document. Donc ensuite, une fois que vous aurez consulté votre document, vous verrez que vous-même, en tant que patient, vous aurez bien accédé à ce document. Vous verrez dans la liste, évidemment. Et il peut y avoir donc d'autres professionnels. Et c'est aussi dans cet onglet-là que vous pouvez gérer les accès. Ça aussi, c'est un grand pouvoir que vous avez en tant que patient. Quand vous avez donc cette liste de tous vos documents, vous pouvez décider qu'un document ne peut être accessible. Alors, soit il est accessible à tout le monde, et ça, c'est ce qui est par défaut enregistré. Mais vous pouvez décider de, soit d'exclure un seul professionnel à cet accès aussi, en plus de l'exclure via une relation thérapeutique. Donc, vous pouvez gérer les accès, vous cliquez sur cette petite roue et vous pouvez soit exclure un professionnel, soit faire en sorte que personne ne voit ce document. Alors, seul l'auteur du document pourra toujours le voir, évidemment, hein, mais vous pouvez décider qu'un document ne soit vu par personne. Je vais vous dire dans quel cas ça peut être très utile. Si vous souhaitez avoir un deuxième avis médical, donc vous avez fait des radios, on vous a diagnostiqué une maladie. Vous allez voir un premier spécialiste qui publie un rapport par rapport à cette radio. Eh bien, vous pouvez cacher ce rapport pendant quelque temps. Il ne sera plus visible dans votre dossier santé. Le temps, si vous le souhaitez, d'aller consulter un deuxième spécialiste. Alors, lui aussi aura accès aux mêmes radios et donc il rédigera donc un rapport. Et ensuite, vous pourrez publier les deux rapports et vous aurez les deux rapports. Voilà, c'est une manière de faire. Alors, mais je reviens sur tous les contrôles qu'il y a pour accéder à vos données de santé. Et donc, j'ai une petite slide ici qui résume la du système et vous verrez que vos données sont quand même assez en sécurité. Alors, on va commencer tout en bas avec le professionnel de la santé. D'abord, celui-ci doit avoir un certificat IELTS qui l'authentifie formellement comme étant le professionnel qu'il dit être. C'est un certificat qu'il doit renouveler tous les 2 ans auprès de la plateforme IELTS et qu'il enregistre dans son ordinateur, dans son logiciel. En fait, hein. C'est la même chose pour les hôpitaux, hein, bien sûr. Hein. Eux-mêmes sont contrôlés, mais à leur niveau. Donc déjà, ça c'est la première chose. S'il n'y a pas de certificat IELTS, la porte ne s'ouvre pas et donc le docteur ne pourra pas aller plus loin, évidemment. Hein. Ensuite,
tous les professionnels de la santé qui sont inscrits sur le réseau santé bruxellois ont validé notre règlement vie privée. C'est un règlement qui reprend exactement ce que je vous raconte aujourd'hui, qui est disponible en ligne sur notre site Internet. Et alors, il indique principalement que le professionnel n'a droit d'accéder aux données que dans la continuité de soins, c'est-à-dire que pour bien soigner le patient qu'il a en face de lui, en fait. Hein. Donc, ça limite son pouvoir. Donc, ce règlement est signé par tous les non, 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 voilà, par tous les professionnels qui sont inscrits sur le réseau. Ensuite, il y a ce que nous venons de voir, le consentement du patient. Donc, si vous n'avez pas consenti, la porte est fermée, il n'y a pas d'accès à vos données. Mais donc, on va dire que vous avez consenti au partage des données de santé. On va dire que le professionnel qui souhaite aller voir vos données a bien créé une relation thérapeutique avec vous. Vous avez bien eu un rendez-vous médical avec lui. Donc là, il y a une relation thérapeutique qui est enregistrée. Et alors, vous ne l'avez pas exclu dans votre dossier santé. Donc la porte est ouverte. Et alors, à ce moment-là, une fois que toutes les étapes ont bien été franchies, alors le professionnel a bien accès à votre dossier santé en ligne. Voilà. Et vous-même, en vous authentifiant avec EID ou It's Me, hein, là aussi, ce sont des authentifications un petit peu fortes, un petit peu déstabilisantes pour certains, je le sais, ou agaçantes, ou compliquées, je le sais. Mais voilà, c'est la sécurité de notre système qui veut cela. Hein. Alors voilà, vous avez vu les grands principes du partage. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier et pourquoi je le partagerai? Alors, voici quelques avantages, j'en ai déjà cité quelques-uns. D'abord, votre dossier santé, il rassemble, vous l'aurez compris, les informations pertinentes de votre santé. Je l'écris et je le dis aussi, ce n'est pas un dossier exhaustif. Il faut savoir qu'aucun professionnel n'est obligé légalement de partager les données de santé. Les professionnels légalement sont obligés de tenir un dossier pour chacun de leurs patients. Ça, oui. Mais ils ne sont pas obligés de partager les données via les réseaux de santé. Alors, je le dis assez sereinement parce qu'aujourd'hui, je sais que vu le nombre de professionnels de santé qui veulent participer au partage des données de santé, qui veulent s'inscrire à notre réseau, je sais que tous partagent les données de santé. C'est dans l'intérêt du patient, mais c'est aussi dans l'intérêt des professionnels qui gagnent du temps et qui sont plus assurés dans le diagnostic qu'ils peuvent poser, puisqu'ils ont une vue quand même d'ensemble de votre santé. Donc, ça permet évidemment d'avoir le partage des données de santé, hein, permet un meilleur suivi. Par exemple, si vous êtes bruxellois, imaginons, et vous allez en Flandre et vous vous cassez une jambe, donc vous allez à l'hôpital en Flandre, eh bien, en un coup d'œil, l'urgentiste de l'hôpital pourra voir si vous êtes allergique à quelque chose, si vous êtes bien vacciné contre le tétanos, par exemple, si euh, vous avez une maladie chronique. Voilà, en fonction de votre problème, il pourra voir dans votre dossier santé si voilà, il faut faire attention dans votre prise en charge en particulier. Vous avez donc aussi la liberté de choisir le prestataire de votre choix. Donc, vous pouvez demander un deuxième avis, comme je vous le disais, mais vous pouvez aussi changer de médecin ou de prestataire sans problème, puisqu'en fait, vos données principales sont en ligne. Donc, c'est plus un dossier papier gardé précieusement par un hôpital ou par un médecin. Maintenant, tout est en ligne. Donc, enfin, tout. Hein, vous verrez ce qui est en ligne ou pas. Si jamais des documents que vous trouvez importants ne sont pas partagés, alors vous pouvez demander à l'auteur du document de les partager. Sachez que là aussi, en tant que patient, vous avez un vrai rôle à jouer. Ne pas hésiter à discuter avec vos professionnels de la santé et leur demander de bien partager les documents ou les informations sur votre dossier en ligne. Alors, avoir un dossier santé, c'est aussi avoir vos imageries en ligne. Voilà, ça peut parfois vous éviter de devoir refaire des examens qui sont désagréables. Un seul point d'accès pour votre suivi médical. Hein. Voilà, tout le monde se connecte au même endroit.
Et donc, vous avez vos résultats de laboratoire, vos examens, vos IRM, vos rapports d'hospitalisation. On va voir dans le détail un petit peu ce que vous avez juste dans la slide suivante. Et alors, il faut savoir aussi que il y a la possibilité pour un de vos proches d'accéder à vos données. Chacun, nous pouvons donner accès à notre dossier santé à une personne de confiance. Alors, il ne faut pas forcément attendre d'être âgé, je pense, pour le faire ou d'avoir un problème. Euh, voilà, ça peut, euh, dans n'importe quelle situation, si vous êtes tout d'un coup à l'hôpital en perte de conscience, je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais voilà, votre personne de confiance peut accéder à vos données de santé, pourrait avoir accès à certains documents, voilà, on ne sait jamais, ça peut. Et alors, nous pouvons nous-mêmes être personnes de confiance de nos parents qui sont un peu âgés, par exemple. Voilà. Alors, pour ajouter une personne de confiance, là aussi, c'est relativement simple. On se connecte à son dossier, hein, et on va dans le dernier onglet qui s'appelle l'onglet Profil. Et là, il y a la possibilité d'ajouter une personne de confiance. Il faut cliquer sur Ajouter une personne de confiance. Et à ce moment-là, il suffit d'ajouter. Il faut prendre la carte d'identité de la personne de confiance. Donc moi, j'ai ajouté par exemple mon compagnon. Il suffit d'ajouter son numéro de carte d'identité et son numéro de NIS. Et je fais ajouter. Et voilà, j'ai donné accès à mon compagnon à mes données de santé. Alors lui-même a fait pareil, hein. C'est donnant-donnant. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est quand même une démarche qui est relativement simple. Et alors, c'est vrai, quand on est en bonne santé, on n'a pas besoin de se connecter à son dossier santé. Euh, voilà, on se dit c'est pour plus tard. C'est peut-être dommage d'attendre plus tard. On peut faire beaucoup de choses. Je vous invite, que vous soyez en bonne ou mauvaise santé, à vous connecter d'ores et déjà et d'essayer de prendre en main ce dossier, d'aller voir les onglets, d'aller voir ce que vous pouvez faire ou pas. Il est toujours en train d'évoluer. C'est tout à fait intéressant. Voilà. Alors, les documents qui sont partagés. Les hôpitaux partagent quatre types de documents. On a les résultats de laboratoire, les rapports d'hospitalisation, les rapports de consultation et les rapports d'imagerie. Dans les rapports d'imagerie, il y a à la fin du rapport, si vous ouvrez votre rapport d'imagerie, il y a à la fin une référence et un site web sur lequel les hôpitaux mettent les imageries, les radios. Et donc, vous pouvez ensuite, du coup, aller sur ce petit site web, mettre la référence du document et votre date de naissance. Et à ce moment-là, vous aurez accès à vos échographies et radiologies. Alors, je vous indique le chemin et en même temps, je l'ai fait pourtant plusieurs fois, mais vraiment, je ne sais pas lire une radio, une échographie, donc je ne vois pas l'intérêt de moi de m'y connecter. Mais voilà, pour ceux qui savent, vous, vous pouvez vous aussi, en tant que patient, aller voir vos radios, hein. Les médecins généralistes, eux, publient un document qui s'appelle le résumé santé. Je vais y revenir dans la slide juste après, donc je ne m'attarde pas là. Les laboratoires publient des résultats d'examen, des prises de sang, des analyses biologiques. Les hôpitaux aussi, hein, qui ont des laboratoires, publient tout cela. Et les professionnels du multidisciplinaire, donc on appelle professionnels du multidisciplinaire toutes les autres professions, en fait, les infirmiers, les sages-femmes, les kinés, diététiciens, ergothérapeutes, eux peuvent publier des rapports de contact et en fait, ce sont des rapports de consultation, hein. Et alors, vous aussi, en tant que patient, vous avez la possibilité de publier une note journal et dans cette note journal, vous pouvez ajouter un document. Alors, par exemple, si vous voyagez en France, je prends l'exemple de la France puisque la langue est la même que celle qu'on parle aujourd'hui, euh, vous avez un pépin pendant vos vacances, vous consultez un médecin ou un hôpital et alors il vous donne des documents papier. Alors, vous pouvez les scanner, les enregistrer sur votre ordinateur et ensuite les télécharger dans votre dossier santé, résumé sur votre réseau santé bruxellois. Et ainsi, vous pouvez, vous, créer voilà, un dossier le plus complet possible avec tous les documents de l'étranger, même s'ils ne sont pas dans la bonne langue. Au moins, euh, vous les aurez bien rangés au bon endroit dans votre dossier santé, en fait, hein. Alors, le résumé de santé, c'est le document le plus important
de votre dossier santé. Il est rédigé par votre médecin. Alors, on parle de SUMMER, oui. SUMMER, c'est l'acronyme de Summarized Electronic Health Record. Donc, ça veut vraiment dire résumé santé électronique. Il est produit et publié par votre médecin généraliste. En fait, à ce moment de la formation, si vous aviez eu des micros, vous m'auriez dit, mais est-ce que c'est quoi la différence avec le DMG? Alors, le DMG, le dossier médical global, qui est beaucoup plus connu que le résumé santé, le SUMMER, le DMG, c'est effectivement un dossier complété par votre médecin généraliste, mais il est sur l'ordinateur de votre médecin généraliste. En fait, la grande différence, c'est qu'il n'est pas partagé sur les réseaux de santé. Donc, vous-même n'y avez pas accès et les autres professionnels de la santé n'y ont pas accès non plus. Donc, c'est que le médecin généraliste et votre mutuelle qui reçoit les informations pour pouvoir vous rembourser. Ça, c'est le DMG. Et donc, le médecin généraliste a la possibilité de prendre les informations essentielles de votre santé qui sont contenues dans le DMG et de les mettre dans un résumé de santé, donc le SUMMER. Et donc, ce SUMMER, lui, il est partagé. Et donc, vous y avez accès par défaut. Donc, vous pouvez demander à votre médecin de le mettre à jour, ou pouvez lui indiquer s'il y a une information manquante qui, à votre sens, est importante, ou vous pouvez même lui indiquer s'il y a une erreur dans ce dossier. Et il contient toutes sortes d'informations, donc des données administratives, la personne de contact si vous allez aux urgences par exemple, mais aussi les données de vaccination, les antécédents familiaux, les personnes, voilà, les volontés du patient de fin de vie, voilà, beaucoup d'autres choses, la médication inactive, voilà. Il est complété en dialogue, en partenariat avec vous, normalement, hein. Donc, n'hésitez pas d'abord à aller voir si vous avez bien ce résumé santé dans votre dossier. Et si vous ne l'avez pas, ben, n'hésitez pas de demander à votre médecin généraliste la prochaine fois de le compléter avec les informations principales de votre santé, évidemment, hein. Ce n'est pas la peine de tout mettre. On n'a pas besoin de savoir que vous avez eu un rhume ou une grippe à ce moment-là, hein. C'est vraiment des informations qui peuvent voilà, aider si vous avez eu des opérations, des makers ou des maladies chroniques, bien sûr, ça c'est le plus important, ou des allergies. Voilà pour le résumé de santé. Et alors, euh, euh, à quels documents vous avez accès? Eh bien, à tous les documents qui sont en ligne. Donc, je résume. Le résumé de santé, si votre médecin généraliste l'a bien publié pour vous. Tous les documents qui sont partagés entre vos différents prestataires de soins. Eux peuvent y avoir accès en fonction de la matrice d'accès, mais vous, de toute façon, vous y avez accès. Et ben, si vous êtes enregistré en tant que personne de confiance, vous avez accès aux données de votre personne de confiance, quoi. De la personne de qui vous êtes la personne de confiance, plutôt comme ça. Alors, comment accès à mon dossier santé? J'aurais peut-être pu commencer par cela, mais je vous l'ai dit oralement. Voilà, il n'y a pas vraiment de mauvaise porte. Il me semble que le portail national masanté.belgique.be est le plus connu. Vous pouvez vous connecter là. Et sinon, vous vous connectez directement au réseau santé-bruxellois.be. C'est le portail régional, mais vous aurez accès aux mêmes informations. Alors, je dois vous dire que voilà la page d'accueil en fait de votre dossier santé en ligne actuellement. Donc, dans ce dossier, il y a quelques onglets là-haut que j'ai cités pendant donc, ce webinaire. Donc, pour consulter votre dossier résumé, le SUMMER ou vos documents médicaux, c'est dans Mes données. Pour vérifier document par document qui a accédé et pour gérer les accès, c'est aussi dans Mes données. Au bout de la ligne, il y a donc des pictos. Vous pouvez ajouter un lien thérapeutique ou exclure un professionnel de la santé dans l'onglet Mes autorisations d'accès. Vous pouvez enregistrer une personne de confiance dans l'onglet Mon profil et dans l'onglet Mon historique des accès, vous pouvez vérifier quel professionnel s'est connecté un jour à votre dossier ou pas. Et dans l'onglet Mon consentement, vous pouvez voir qui a enregistré votre consentement et vous verrez aussi la date et l'heure de l'enregistrement. Alors attention avec ça, ne vous effrayez pas tout de suite. Peut-être que dans Mon consentement, ce sera un nom de médecin que vous ne connaissez pas. Alors, si c'est le cas, c'est peut-être, regardez bien la date et l'heure,
c'est peut-être parce qu'en fait, c'est un hôpital qui a enregistré votre consentement. Et alors, dans ces cas-là, c'est le médecin-chef de l'hôpital euh, au moment où vous avez enregistré votre consentement qui est nommé. Donc, ce sera un nom de médecin que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est lui qui prend la responsabilité morale finalement de l'hôpital. Mais attention, ça ne veut pas dire que lui a accédé à aucun document, hein. Ça n'a rien à voir, c'est tout à fait différent. Donc voilà pour mon consentement. Et alors, je dois vous le dire aujourd'hui, mais attention, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est en avant-première. Nous avons retravaillé notre portail patient parce qu'il était un petit peu désuet. Effectivement, il date de 2015, je vous le disais. Il a presque 10 ans, il était temps. Et nous allons sortir un nouveau portail dans un mois, enfin dans quelques semaines. Je n'ai pas encore la date, peut-être début décembre, nous espérons, autour du 10 décembre. Et donc voilà, je suis vraiment navrée parce que je vous montre quelque chose qui finalement a une durée de vie très courte. Mais la bonne nouvelle, avec le nouveau portail, il va se présenter comme cela. Donc alors en fait, il faut savoir que donc vous y accédez exactement de la même manière. Vous n'avez rien à faire, hein. C'est nous techniquement qui allons mettre une nouvelle interface. Elle est, à notre sens, beaucoup plus intuitive, avec un langage un peu plus accessible à tous. On peut y faire exactement les mêmes choses et on peut même faire plus de choses. Donc, vraiment, je pense qu'il est mieux pour tout le monde. Et alors, dans le premier onglet, données de santé, vous verrez, alors, les documents sont rangés différemment, mais les documents sont déjà rangés, ce qui est sans doute une bonne chose. Et donc, il suffit de cliquer sur les rapports pour voir vos rapports, sur le summary pour voir votre summary, et voilà, pour voir votre médication, pour voir votre vaccination. Alors, pour ajouter un document, je vous en parlais dans la note patient, vous pouvez cliquer sur Mes documents et il y a bien un bouton Ajouter un document et vous pourrez facilement donc ajouter un document. Euh, vous pouvez, dans votre équipe, alors attendez, dans ce portail-là encore, vous pouvez ajouter une note journal. Et alors ici, c'est très intéressant, dans Volonté, ce que vous ne pouvez pas faire actuellement sur votre portail, mais ce que vous pourrez faire dans un mois, c'est ajouter ces projets anticipés de vie et de soins. En fait, il s'agit d'un formulaire que complètent tous les résidents des maisons de repos. Alors oui, vous allez me dire, ça ne me concerne pas. Non. Mais en fait, c'est un formulaire qui complète, vous pouvez dire là-dedans si vous souhaitez donner vos organes ou pas, si, comment vous souhaitez, comment vous envisagez après votre mort, par exemple, si vous souhaitez être incinéré ou inhumé, si vous avez déjà un tombeau familial quelque part, vous pouvez indiquer l'adresse de ce tombeau, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez donc évidemment indiquer si vous avez des volontés de fin de vie, si vous voulez un acharnement thérapeutique ou pas, si voilà. Donc c'est vraiment vous qui décidez comment pourrait se passer votre fin de vie si jamais voilà, un accident survenait. Euh, donc, il ne faut peut-être pas non plus attendre pour le compléter. Vous pouvez le changer à tout moment. Et sachez que votre personne de confiance donc, pourrait avoir accès à ce document et ça pourrait peut-être l'aider, si les choses n'ont pas été dites oralement, à prendre des décisions. Et voilà, parfois, ça peut aider ceux qui restent, en fait, hein. Alors ensuite, il y a un deuxième onglet équipe soignante. Alors ça équivaut à l'onglet autorisation thérapeutique. Mais vous voyez, l'autorisation thérapeutique, ça ne voulait pas dire grand-chose, hein. Enfin, donc équipe soignante, ça veut bien reprendre toutes les personnes qui vous soignent. Et donc c'est là que vous voyez les relations thérapeutiques. Il y a la liste de tous les gens qui vous soignent et avec la durée de la relation thérapeutique. C'est là que vous pouvez ajouter ou exclure un professionnel de soins. Vous pouvez, dans historique des accès, alors à ce moment-là, il est mieux fait parce que maintenant, vous pouvez vraiment voir par professionnel de soins à quel document il a accédé. Donc là, c'était une volonté de la part des patients en général. Et alors, il y a toujours l'onglet consentement. Vous pouvez retirer votre consentement et voir quand vous l'avez donné. Ah, il y a l'onglet profil, excusez-moi. Pour retirer le consentement, c'est toujours bien dans l'onglet profil. Et alors, j'ai oublié l'onglet entourage. C'est ici maintenant que vous pourrez enregistrer une personne de confiance dans l'onglet entourage. Voilà. Bon, c'est juste un changement d'interface. Je suis un peu désolée. Voilà, le webinaire tombe à ce moment-là, juste au changement d'interface.
Et voilà, maintenant vous êtes prévenus, une nouvelle interface pourrait arriver très prochainement. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Il y a un petit QR code sur la dernière page pour donner votre avis sur ce partage que je viens de vous faire. C'est important pour que je puisse m'améliorer et éventuellement le faire différemment par la suite. Donc n'hésitez surtout pas à me donner votre avis via ce QR code. Voilà, et maintenant, si vous avez des questions, je vais arrêter le partage et je propose qu'on commence la session questions-réponses. Alors J'ai Thomas, j'ai repris le partage d'écran pour les personnes qui souhaitent encore scanner le bien sûr. code QR. Euh, Bien sûr. j'en profite. Et ça sera pas long et comme ça, je laisse le temps à tout le monde de réfléchir à une question. J'en ai une pour ma part, une petite curiosité par rapport au fonctionnement de la plateforme, de l'écrire dans le texte. Cécile, peut-être prendre connaissance aussi de ce qui a été dit dans le chat. Il y a déjà une première question d'Annick. C'est quoi le site tel que Elena? Pendant que tout le monde réfléchit à une question et réfléchit à une éventuelle réponse, j'en profite pour signaler que nous développons avec la SBL 8 TechCare une plateforme qui s'appelle 123digits.be sur laquelle on met des contenus pédagogiques en ligne gratuitement pour justement apprendre à utiliser le numérique, augmenter ses compétences. Rappelez-vous ce dont j'ai parlé au début, donc avoir plus de compétences numériques de base, accéder à un ordinateur, smartphone, et après aussi des compétences d'usage comme le sujet de la santé. Et vous voyez que on a une thématique qui s'appelle e-santé. C'est une thématique qu'on commence à s'approprier et nous avons mis d'ailleurs les tutoriels pour maîtriser le portail du réseau santé bruxellois. Vous le voyez ici en bas à droite. C'est quelque chose que nous avions déjà mis en ligne pour justement aider les personnes à s'approprier le site, la plateforme. Je glisse rapidement que nous organisons ce webinaire ainsi que d'autres webinaires dans le cadre d'un projet financé par Digilab, le SPP Intégration Sociale et l'Union Européenne, qui a d'autres webinaires du même genre sur des thématiques aussi peut-être un petit peu annexes au numérique, mais dont on voit que le fait de manquer de compétences ou d'usage a un impact quand même considérable. Et pour aider tout le monde à s'approprier ces différents sujets, cet après-midi, on donne la même chose en néerlandais. Pardon. Voilà pour la petite histoire. Et si vous avez des questions, des expériences à partager, c'est le moment, c'est l'instant. On a encore quelques minutes devant nous euh, pour échanger. Et avant de céder la parole à qui souhaite pour des questions ou des réponses, je tiens énormément à remercier Cécile Paliès du réseau Santé bruxellois d'avoir fait cette présentation. Merci beaucoup aussi. Alors, c'est peut-être pas à toi individuellement, c'est toute l'équipe derrière d'avoir fait cette mise à jour du site qui, effectivement, au premier regard, a l'air plus intuitif, plus léger à lire. Donc, c'est une bonne chose. C'est le genre de choses qu'on apprécie de voir parce que ça va dans le Mm. sens de l'inclusion numérique où les personnes peuvent plus facilement s'approprier le site et dépendent de ce fait aussi moins d'aide extérieure, que ce soit par des professionnels ou des proches. Voilà, donc un grand merci beaucoup pour ta participation à cette présentation très très claire. Je vois Oui, dans le chat qu'il y a une première question d'Annick. C'est quoi le site tel que Elena? oui, très bonne question. On me la pose souvent. Alors, Elena, c'est un site privé. C'est Health One c'est un logiciel métier. Certains médecins qui ont Health One ont aussi Elena. Et donc, ces médecins-là, effectivement, privilégient la plateforme Elena pour partager leurs données de santé. Euh, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est effectivement une sorte de concurrence, si on veut, hein. C'est un petit peu dommage, évidemment, parce que
parce elle est assez facile d'utilisation, elle est assez claire, cette plateforme, hein, ça là-dessus, je n'ai rien à dire. Mais c'est un peu dommage parce que certains médecins, alors ceux qui utilisent L1, hein, les autres ne peuvent pas le faire, mais ceux-là euh, privilégient souvent cette plateforme Elena plutôt que le réseau. Et donc, c'est très dommage parce que tout le monde n'a pas accès à Elena. Vous, en tant que patient, oui, mais les autres professionnels, non. Et donc voilà. Mais utiliser, voilà. Et c'est privé. Je me demande si c'est c'est une plateforme concurrente. Alors, j'ai vu d'autres questions passer. Hein, alors, pour la personne de confiance, je vais répondre rapidement. Effectivement, s'il n'y a pas de carte nationale d'identité belge, il n'est pas possible d'enregistrer une personne de confiance. Il faut forcément que ce soit quelqu'un avec une carte nationale d'identité belge et qu'il ait déjà consenti au partage des données de santé. Voilà, ça c'est un petit problème, mais voilà. Euh, Quelqu'un disait, on ne nous demande pas toujours notre accord avant un examen médical. Et alors, à ce moment-là, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Il faut différencier réellement l'accord, le consentement au partage des données de santé et l'accord qu'on vous demandera à chaque fois qu'il y a une intervention médicale. C'est pas du tout la même chose, hein. Le partage des données de santé, c'est une fois et à ce moment-là, vos données sont partagées. Et à chaque opération médicale que vous aurez, à ce moment-là, les médecins doivent vous demander votre accord, hein, pour que cette chirurgie ait lieu ou autre, hein. Donc voilà, ce sont deux choses différentes. Je vois que la personne disait aussi, je dois demander à mon médecin généraliste de supprimer cet accord. Donc je pense qu'il s'agit donc du consentement au partage des données de santé. Alors c'est vrai. Il y a certains professionnels, notamment dans les hôpitaux encore, qui ne font pas tellement attention et ils ont tendance à partager les données automatiquement. Et donc à prendre le consentement des patients. Alors, nous travaillons sur une possibilité des patients à dire non définitivement, un refus du partage des données de santé. Nous travaillons sur cette troisième solution de consentement, c'est-à-dire ni oui pour tout, non pour rien, mais juste moi je veux voir mes données, mais pas les professionnels. On travaille sur cette option-là parce qu'on sait qu'elle est souhaitée. Euh, alors, madame, n'hésitez pas à dire à vos soignants à chaque fois que vous allez en pharmacie, chez un médecin ou à un hôpital, dans un hôpital, je ne veux pas partager mes données de santé. Tous peuvent soit enregistrer votre consentement, soit retirer votre consentement, hein. Donc, ils peuvent vous aider à ce moment-là. Certains des Wallons, j'imagine, ont déjà vu que la nouvelle plateforme était en ligne au Réseau Santé Wallon. C'est tout à fait exact depuis un mois, mais il se trouve que nous, au Réseau Santé Bruxellois, nous proposons cette plateforme également en néerlandais et en anglais. Et nous avons dû travailler sur une interface multilingue et sur toutes ces traductions. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons un mois de retard, effectivement, et que notre interface sera en ligne un peu plus tard. Voilà. J'ai lu vite fait une autre question sur des mammographies qui n'étaient pas en ligne. Alors, je pense que ça s'explique par le fait que certains gynécologues, sans doute, ou alors, est-ce que les mammographies ne se font qu'en hôpital? Voilà, ça, j'ai un doute. Si c'est fait en hôpital, elles sont forcément en ligne, j'ai envie de dire. Donc, c'est peut-être dans un privé, dans un cabinet privé qu'elles ont été faites, je ne sais pas. Et dans ces cas-là, le problème est peut-être que le cabinet n'est pas connecté au réseau de santé. Voilà, certains professionnels de la santé ne sont pas informatisés. Moi, j'ai un kiné qui n'est pas informatisé, qui ne travaille qu'avec des papiers et des photocopies. Je lui ai déjà dit qu'il fallait informatiser, mais voilà, il ne le souhaite pas. Et donc après, c'est à nous, en tant que patients, de faire le choix. Est-ce que on veut privilégier l'informatisation et aller voir des professionnels qui sont informatisés et qui peuvent partager les documents, ou est-ce qu'on continue avec quelques documents qui seront manquants à notre dossier? Madame, n'hésitez pas à aller voir donc l'endroit où vous avez fait votre mammographie et pour leur demander de partager ces imageries. Et si elles ne le partagent pas, alors elles peuvent vous les envoyer à vous et vous, via votre dossier, vous pouvez télécharger le document pour qu'il figure bien dans votre dossier. Voilà. Ensuite, d'autres questions sont arrivées pendant que je parlais, mais moi, je ne peux pas faire deux choses en même temps, hein.
Non, je Comment suis dans le même cas, je supprimer, peux vous aider. Non, comment allez-y, supprimer une Cécile, info? allez-y. J'en suis là. Comment supprimer une info? Je ne souhaite pas qu'elle apparaisse dans mon dossier. Alors, là, vous avez deux solutions. Soit vous demandez à l'auteur du document de supprimer l'information, parce que c'est lui seul qui a ce pouvoir-là, hein, de publier et de supprimer. Donc ça, vous pouvez le demander. Euh, bon, maintenant, c'est quand même lui qui décide. Et donc, vous pouvez nous envoyer un formulaire sur notre site internet. Vous trouvez tous les formulaires. Si vous tapez formulaire dans le moteur de recherche, par exemple, vous trouvez sur une page où il y a tous nos formulaires. Et parmi les formulaires, il y en a un qui demande je souhaite. Alors, on ne le retirera pas, mais on pourra le cacher. Voilà, mais techniquement, il sera encore enregistré dans les données, mais personne ne pourra plus y accéder. Voilà, ça c'est un. Et sinon, vous-même, en vous connectant, vous pouvez gérer les accès et faire en sorte que personne n'y ait accès, sauf l'auteur du document. En fait, ça revient, bon, ça revient pas au même parce que les autres voient que le document existe, mais n'y ont pas accès. Et nous pouvons donc faire en sorte que ce document ne soit plus visible. Voilà, je suis un animateur dans un EPN wallon. Je suis régulièrement confronté à la fracture numérique, absolument. Mentionné en début de webinaire. Dans le cadre de mes ateliers, je me demande si les réseaux de santé nationale pensaient pouvoir créer des comptes tests. Ah, alors, très bonne question, monsieur. Alors, sachez tous qu'il y a des EPN, des espaces publics numériques, partout en Belgique, dans chaque commune de Bruxelles. Ce sont des endroits qui mettent à disposition gratuitement pour les personnes des ordinateurs et des connexions Wi-Fi. Donc là, il n'y a plus ce problème d'accès. Il y a même normalement des formateurs qui sont présents, donc il y a même normalement plus de problèmes de compétences. Donc, eux peuvent vous aider à accéder à vos dossiers de santé. Et en ce qui concerne le test, c'est vrai que nous sommes en train de travailler sur la possibilité d'avoir un patient test. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement sécurisé que je dois moi aussi me connecter à mon propre dossier quand je veux vous faire une démonstration. Et donc, c'est vrai, alors ça ne me dérange pas, je le fais en toute conscience, voilà, mais c'est vrai que ce sont des données privées et que c'est toujours un peu gênant. Donc, oui, ce patient test, euh, voilà, monsieur, si vous voulez me donner vos coordonnées, n'hésitez pas et dès que ce patient test sera créé, mais je pense qu'on fera une communication à tous les formateurs des EPN, hein, voilà. Et Un nous sommes médecin aussi peut-il, intéressés par, oui, par cet avoir, espace test, ce simulateur. Voilà, puisque ça permet aux personnes voilà, jouer un petit peu dans un bac à sable avant de devoir soi-même être confronté à oui, ses propres données ou voilà, euh, oui, avoir tout des à fait. difficultés à consulter certaines informations. Alors, je ne pense pas que les patients pourront avoir accès à ce patient test. Je pense que ça devra peut-être rester. Enfin, voilà, il faudra qu'on Hmm. voit un petit peu dans quel scope on pourra utiliser ce patient test. Il est pas encore là, mais on y travaille sérieusement. C'est une demande qu'on a depuis quelques années déjà, hein. Alors, j'ai encore une question. Un médecin peut-il être en même temps sur deux sites? C'était les deux sites, c'était Elena et le réseau Ah, bruxellois. alors, Le commentaire est venu juste en même temps ah, que vous d'accord, donniez la réponse parfait. par rapport à Elena. Alors oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que dans son logiciel, donc sur le logiciel Else1, je précise parce que c'est pas tout à fait juste pour tous les autres médecins. Il y a à peu près 5 ou 6 logiciels métiers différents sur Bruxelles, et donc c'est pas très juste pour les 5 autres médecins enfin, les 5 autres logiciels métiers avec lesquels travaillent les médecins. Parce qu'eux n'ont pas Elena. Mais donc, les médecins généralistes qui ont Elena ont un bouton partager avec les réseaux de santé, partager avec Elena. C'est très facile. Et donc, oui, absolument faire les deux, effectivement. Et ce serait bien, vous, en tant que patient, que vous lui demandiez que ce soit sur les deux. C'est effectivement une solution, tout à fait. Comment rentrer les données d'une personne Non, ce sont des euh, questions qui étaient plus hautes, qui reviennent. ah oui. Je vois comme question encore de Myriam à 11h58 par rapport aux personnes de confiance. Est-ce qu'on peut attribuer comme personne de confiance quelqu'un qui a une carte d'identité belge, mais qui est étrangère, avoir carte d'identité belge, mais les étrangers communautés européennes vivant en Belgique. Donc, est-ce que le fait d'avoir une carte d'identité belge et donc un numéro de registre national
belge ou Absolument, européen peut fonctionner. absolument. Ok, Oui, voilà, ça fonctionne. Tout à fait. parfait. Euh, et alors, moi, je suis pas sûr d'avoir entendu ça ou compris ça si la question a déjà été posée différemment. Imaginons que je n'ai jamais été sur masanté.be, le réseau bruxellois, et je suis Mhm. intéressé de l'activer à partir d'aujourd'hui. Oui, Est-ce que tous mes antécédents, tous les dossiers précédents seront euh, d'un coup d'un seul, à partir d'aujourd'hui, être accessibles. En partie, si les médecins l'ont fait au fur et à mesure, mais que moi j'ai bloqué, hein, pour rester dans l'image, j'ai bloqué à partir de la troisième porte. Est-ce que du coup tout reste en attente jusqu'à la troisième porte, et puis dès que moi je l'ouvre, c'est Mm. accessible, ou est-ce que ça ne sera visible que à partir de maintenant, dès que j'ai donné mon accord, et tant pis ou malheureusement pour les données précédentes? Oui, c'est une bonne question, merci. Malheureusement, les documents ne sont pas en attente. Donc, D'accord. le professionnel, quand il publie, c'est maintenant qu'il publie. Et donc, soit il y a le consentement, hop, c'est visible, soit il n'y a pas le consentement. Alors, les documents ne sont jamais perdus, hein. Les auteurs des documents doivent toujours les garder dans leur logiciel et dans leur dossier, hein. Donc, les documents de l'hôpital restent dans l'hôpital. Et donc, si donc vous n'avez pas consenti, donc les documents restent dans l'hôpital, ils ne sont pas partagés. Mais si un jour vous décidez de consentir au partage de données, vous pouvez toujours demander à l'hôpital de publier même les antécédents si vous le souhaitez. Alors, à voir, hein, je ne pense pas que les hôpitaux fassent ça si facilement, mais voilà, si on a beaucoup, s'ils ont beaucoup de demandes ou autres, ils pourraient avoir la capacité de le faire, hein, voilà. Ok. Euh, ok, merci beaucoup. Voilà, mais super. Et je Alors, vois j'ai qu'il y bien a noté. de l'intérêt pour ce profil test, cet environnement simulé. Mhm. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et dont on fera certainement le relais dès qu'on le voit passer auprès de la communauté des dents et auprès des apprenants aussi, voilà, pour que tout le monde puisse un petit peu s'approprier cette plateforme et puisse aussi la présenter sans question de confidentialité. Je sais que Oui. sur certaines applications bancaires, il est possible de masquer, par exemple, les montants de, du compte en banque. Même si c'est mon propre compte en banque, je peux masquer au moins Mhm. le montant et montrer à quoi ça ressemble. Il existe euh, un simulateur e-banking, euh, un- donc une fausse banque. euh, et donc, c'est effectivement très, très bienvenu Mhm. que ça vienne. Voilà, Tout à fait. je ne vois pas d'autres questions dans le chat, si ce n'est des coordonnées pour justement rester au Mhm. courant de ce profil test ou cet environnement test. Des remerciements aussi par rapport aux réponses et par rapport à la présentation. Euh, voilà, encore une fois, un grand, grand merci, Avec plaisir. Cécile, Mhm. d'avoir répondu aux questions, d'avoir pris le temps aussi de présenter les différents enjeux de la plateforme, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, les limites, mais les forces aussi, je retiens ça, c'est les forces de ce système et les différents degrés de consentement en fonction des différents Mhm. corps de métier, soignants, médecins, euh, voilà. Oui, tout à fait. C'est Infirmiers. vrai qu'on Ouais. on met le patient au cœur du système de plus en plus. Et donc, c'est bien de prendre connaissance de son dossier parce que de plus en plus, le patient aura du pouvoir et pourra décider. Et voilà, c'est lui qui prendra sa santé en main, vraiment. Et comme mot de fin, je dirais aux personnes qui sont aidantes numériques dans l'audience ici, mieux vaut prévenir que guérir. Il vaut mieux commencer aujourd'hui à s'approprier des compétences numériques de base, ordinateur, apprendre à s'approprier Itsimi, les clés numériques CSAM, donc se connecter avec sa carte d'identité électronique. Regardez peut-être la plateforme, hein, et Cécile l'a très bien dit à plusieurs reprises, s'approprier la plateforme maintenant qu'on est encore en bonne santé ou avant qu'il ne soit trop tard et avant qu'une décision doive être prise. Voilà, donc il vaut mieux prévenir et maintenant
faire ça petit à petit, à notre aise, hein. Dans l'inclusion numérique, on est patient, bienveillant, à l'écoute des personnes et on doit prendre le temps d'acquérir ces nouvelles compétences pour que le jour J, les personnes ne soient pas prises de panique ou prises de court pour tout d'un coup devoir découvrir le portail masanté.be ou le portail du réseau bruxellois, Santé bruxellois. Mm. Voilà. Un grand merci encore. Je répète qu'on enverra les slides aux participants ainsi que le replay. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé et le chat, je le Merci à vois, tous. va dans ce sens-là aussi. Merci et bonne Bonne journée à journée encore tous. tout le monde.